c'est un formalisme. Cependant, elle a été bien structurée et copie en sera donnée à la secrétaire générale. On va le revoir de façon brève, avec ce volet, en ressortant des points saillants. Et comme la section a le devoir aussi de la formation politique, ces outils-là seront utilisés pour former les militants. Lorsque nous préparions cette rencontre, le délégué régional et la secrétaire de section, c'est eux qui ont demandé que leur soit proposé ce thème, droit et devoir des militants. Ce qui est bien parce qu'aujourd'hui en France et un peu partout, ce thème-là est développé. Le camarade Éric Zobori, vous l'avez dit tout à l'heure, le PPACI est un jeune parti. Un parti qui existait avant sa naissance. Le président Laurent Gbagbo a une histoire. Éric Zobori vous l'a dit aussi, le PPACI a été formé avec un rassemblement de plusieurs forces politiques de gauche. Chacun donc est arrivé avec sa culture politique. Chacun est arrivé avec ses réflexes de militantisme. Et on veut ensemble former une structure cohérente. L'adage populaire dit que qui veut aller loin ménage pour sa monture. Et pour une structure d'un niveau comme le PPACI, qui n'est pas tout simplement un parti qui est dédié aux simples Ivoiriens. On dit PPACI Côte d'Ivoire, parti des peuples africains. Donc, nous avons une idéologie qui est le socialisme démocratique et le panafricanisme. Donc, c'est une portée pour tout le continent. On porte aussi l'espoir de tout le continent. Et nous nous sommes rendus compte que le président Laurent Gbagbo, dans sa lutte contre l'impérialisme, a été soutenu non seulement par les Ivoiriens, par tous les Africains, mais par-delà l'Afrique, par tous les combattants du panafricanisme. Donc c'est cela que nous portons. Et pour ces idéaux-là, ce parti-là a besoin d'être structuré. Et une organisation qui se structure autour de tests fondamentaux. C'est pour cela que le cœur du propos, c'est sur les statuts et les règlements intérieurs du parti. Donc, conseil, c'est de demander aussi au délégué régional et puis à la secrétaire générale de tout faire pour qu'ils puissent mettre à disposition des militants les statuts et règlements intérieurs. Un militant doit, dans un premier temps, se baser sur les tests. Parce que c'est les tests qui confèrent aux militants une certaine liberté de militantisme. Il ne peut pas se faire manipuler. Il sait où il va parce que le chemin qui a été tracé sur des bases structurelles. Donc, on va aller vite, mais de façon globale pour savoir le parti dans lequel on vit, de façon globale, la structuration, comme pour toutes les organisations, on a des organes. Et on a des organes centraux et des organes de base. Je vais vite parce que le propos va se focaliser un peu sur les militants des représentations. Dans la structuration du parti, il y a une réalité, puisque le parti est basé principalement en Côte d'Ivoire, et il y a les Ivoiriens et les sympathisants qui sont dans la diaspora, qui sont à l'étranger. Donc, les prescriptions qui concernent les militants en Côte d'Ivoire, il y a une certaine particularité que traitent les tests pour les militants qui sont en dehors du pays. Et donc, généralement, on les appelle les gens qui sont dans les représentations, qui sont à l'étranger. Donc, dans les organes centraux, on a le congrès, la convention, le comité central, il y a le président du parti, il y a le président du parti, il y a le secrétaire exécutif, il y a
le secrétaire général, il y a plusieurs organes. Donc, comme j'ai dit, vous aurez les tests et vous prendrez le temps de regarder les détails. Mais à l'intérieur de tous ces organes centraux, il y a des représentants à l'étranger. Comment est-ce que le parti se structure à l'étranger? Il y a un représentant. Ce représentant-là, il est un peu comme l'ambassadeur du parti et il a deux casquettes. Il a une casquette qui lui permet d'implanter le parti dans le pays de résidence et il a une casquette d'ambassadeur qui fait qu'il est le seul représentant de ce que lui confèrent les tests à représenter le président et le parti devant les autorités politiques, administratives et associatives. Et donc, très rapidement, le document que va recevoir la secrétaire générale et le délégué, on présente d'abord le parti en donnant écho à ce qui se passe, à ce qui fait foi en général dans les organisations politiques. Comment est-ce que, quand on parle de droits et de devoirs des militants, qu'est-ce qu'on entend par cela? Et c'est structuré au niveau des droits sur 5 axes et au niveau des devoirs sur 6 axes. De façon générale, je l'ai structuré comme ça, mais une pensée pourrait organiser autrement. Mais l'essence est la même, le propos, la quintessence est la même, c'est-à-dire le fond du propos est le même. Il y a la participation à la vie démocratique du parti. Premier axe. Il y a l'expression démocratique et le débat. Il y a la notion d'éligibilité. Il y a la formation et l'information. Il y a l'appartenance et la protection. Et donc, de façon globale, tous ces 5 éléments, ces 5 axes-là, se retrouvent dans les droits du militant. Sur le devoir, on a 6 axes. Un axe que j'ai détaché, mais qui englobe tous les autres, c'est le respect des statuts et des règlements intérieurs. Il y a détaché l'engagement actif, la discipline, la solidarité, les cotisations et le financement. Vous imaginez bien que pour que le représentant et sa délégation quittent Paris pour arriver là, pour que le délégué et la secrétaire générale puissent faire cette organisation, derrière, il y a des militants, il y a des gens qui ont mis la main à la poche pour mettre à disposition du matériel pour que les choses se concrétisent. Donc, dans le chapitre de devoir du militant, la cotisation comme le financement est un point clé, parce que sans ça, on ne peut pas aller bien loin. Et puis, éthique et exemplarité, qui est très important. Parce qu'une fois que vous êtes une figure particulière, connue, médiatique du parti, tout ce que vous faites réjaillit sur le parti. Tout ce que vous faites en bien, tant mieux pour le parti. Mais tout ce que vous faites en mal réjaillit négativement sur le parti. Et donc, il est du regard du parti de savoir comment est-ce que vous vous tenez dans l'ordre de l'exemplarité. Très rapidement, mais de façon aussi accessible, je vais essayer de mettre en lumière ces différents axes-là et comment est-ce que dans les statuts et le domaine intérieur du PPACI, on répond à ces axes-là pour mettre à disposition des adhérents du parti des droits, mais comme vous le savez, là où il y a des droits, les devoirs aussi sont là, ils sont intimement liés. Donc ressortir aussi les devoirs demandés aux militants du PPACI, mais ils ne sortent pas du chapeau, comme je l'ai dit, qui répondent à un standard, je dirais, à un lieu commun, c'est-à-dire ce qui est communément reconnu comme ce qui fait foi. Donc sur le chapitre, un troisième point sera rapidement, comme j'ai dit, droits et devoirs, mais lorsque vous êtes soumis à des droits, lorsque vous avez des devoirs, s'il y a des manquements, il y a naturellement
une conséquence immédiate qui est les défaillances et les sanctions. Donc, on va faire un tour bref aussi sur les dispositions statutaires qui concernent les défaillances et les sanctions. Sur le droit des militants, quand vous aurez le document statut et règlement intérieur, il est traité par l'article 14 des statuts. Et en disant l'article 14 des statuts, si on fait une mise en parallèle, on va voir qu'on retrouve rapidement les énoncés généraux que j'ai énumérés tout à l'heure. L'article 14 dit ceci. Le parti doit créer les conditions nécessaires pour que les militants, pour que les membres jouissent effectivement de leur droit à la démocratie, à la solidarité, à la formation, à la critique et à l'information. Et donc si je mets un peu en miroir avec ces principes généraux que j'ai énoncés, premier point, la participation à la vie démocratique du parti. Au sein du PPACI et dans les représentations, cette participation-là à la vie démocratique du parti, l'un des éléments évidents, c'est votre présence là. On est dans le cadre d'une manifestation du parti. Et cela se vit pour les militants, pour les adhérents, au sein de la représentation. Et la représentation, qui est l'instance qui chapeaute le pays, donc ici, la France, il y a une vie concrète dans les sections. C'est pour cela que nous sommes là. Nous avons la camarade Sylvie, qui est secrétaire de section. Nous avons le délégué régional, qui a pour rôle, comme le camarade Don a rappelé, de susciter et de faire naître plusieurs sections. Et la vie du militant se passe dans la section. Je vous ai laissé une annexe, représentation et section, mais de mémoire, je vais ressortir les points essentiels qui se retrouvent dedans. Mais après, en section, vous pourrez aller un peu plus en profondeur et regarder les dispositions statutaires, les articles qui sont pour vous référer au statut. L'article 38 des statuts et l'article 39 des règlements intérieurs va brièvement résumer ce que je dis là. Donc, on a dit, le représentant est nommé par le président du parti. Le représentant représente le parti et son président. Il a une double casquette d'installer des sections, donc de faire l'implantation du parti et de diplomatie, de représentation du parti devant les instances officielles. Il est le seul patron du parti en France. Ça, il faut que tout le monde, les militants, le sachent. Lorsque le président du conseil stratégique et politique arrive en France, déjà avant d'arriver en France, il informe le président. Il dit, je viens sur ton territoire. Et lorsqu'il arrive en France, alors le président du conseil stratégique et politique, c'est la deuxième instance dans l'ordre protocolaire du parti, après la présidence. Donc, c'est le grand chef. Mais lorsqu'il met pied sur le territoire, il informe le représentant. Et lorsqu'il veut rencontrer les militants, c'est en accord avec le représentant, c'est le représentant qui met à disposition les éléments qu'il faut pour rencontrer les militants. Je prends juste cette personne-là parce qu'elle fait foi dans notre protocolaire pour dire que s'il en est ainsi pour elle, toute autre personne du parti doit respecter le même ordre protocolaire, la même procédure. Donc le représentant, c'est le chef du parti en France. Il installe donc les sections et les militants vivent dans les sections. Et dans ces sections-là, la section a le devoir. Et donc le militant qui vit dans la section a le droit d'être formé, a le droit à l'information, il a le droit de vivre tous les éléments qu'on va citer dans la suite. Dans la vie donc de la section, on le rappellera. Camarade secrétaire général de section, on va te le rappeler aussi lors de l'investiture.
Une section, les statuts le disent, c'est une assemblée générale ordinaire chaque 2 mois. Une section qui est sous la supervision du représentant, toutes les activités qui sont faites, le PV et le compte rendu vont être envoyés à la représentation. Donc par exemple, on a une activité aujourd'hui. Dans les jours qui suivent, la représentation sur son mail officiel attend que le SG et le délégué se concertent et qu'on reçoive un compte rendu. Donc vous devez vous référer aux représentants à la représentation dans toutes vos activités. Même dans les activités qui relèvent de votre pouvoir discrétionnaire. Parce que le principe de subsidiarité veut que le principe, c'est celui-là, ça veut dire que lorsque vous avez une tâche qui relève de vous en propre, du fait des pouvoirs qui vous sont conférés par votre fonction, vous n'avez pas besoin de vous référer au supérieur de hiérarchie. Donc, même si le secrétaire général de section qui convoque sa section pour une assemblée générale n'a pas forcément besoin de demander la permission aux représentants, mais lorsqu'il finit ses activités, il faut qu'il puisse lui envoyer un compte rendu. Mais il y a un principe aussi qui existe au niveau de la représentation. C'est que, par exemple, aujourd'hui, nous sommes là pour une activité de toute la région. Vous convenez avec moi qu'il ne serait pas juste que, pendant que nous tous nous sommes ici, une section qui se réclame du parti à 2 encablures de ce lieu ait une autre activité. C'est pas normal. Puisque cette activité-là est une activité où le régional est là. Donc toute la région est invitée à recevoir une délégation de la représentation. Donc cette activité-là, c'est une activité qui va au-delà du cercle restreint de la section. C'est une activité donc qui est pilotée par la représentation. Donc tout cela, c'est des éléments aussi qu'on va vous donner qui vont vous permettre de pouvoir, dans l'élaboration de votre planning d'activité, de tenir compte des activités qui ont une portée qui concerne l'ensemble des sections pour lesquelles il va falloir faire l'arbitrage pour qu'on puisse faire en sorte que nous tous, en grand nombre, on se retrouve. Parce qu'en termes de communication, cela aussi est capital. Si vous faites une manifestation qui a une nommée nationale, donc de toute la France, et que vous êtes 5, ça ne le présente pas bien. C'est pour cela que lorsqu'il y a un événement de représentation, toutes les sections sont appelées à pouvoir y participer, puisque la représentation, je vous l'ai dit, c'est l'ensemble des sections, parce que c'est le représentant qui les installe et c'est le représentant qui va venir faire l'investiture de la secrétaire générale. Donc, ça c'est un principe de fonctionnement que je voulais rappeler. Tous les autres éléments sont dans le document qui vous sera transmis. Sur l'expression et le débat, l'article 6 des statuts est clair là-dessus. L'article 6 des statuts, c'est sur le chapitre 1 qui est l'identité du parti. Et dans l'identité du parti, l'un des principes fondateurs que clame le parti, c'est la liberté d'expression. La liberté de critique. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les droits sont intimement liés aux devoirs. Dans le même article 6, il est dit en même temps que cette liberté d'expression, cette liberté de critique, ce droit fondamental qui fait partie de l'identité du parti, doit être encadré. On ne peut pas dire que on exprime notre liberté d'expression lorsqu'on va sur les réseaux sociaux pour exposer le parti sur des débats internes. Cela est proscrit de façon ferme, déjà dans l'article 6, dans le point d'identité. Donc, on a le droit de dire tout ce qu'on veut, on a le droit de discuter dans la courtoisie, mais à l'intérieur des organes du parti, au niveau des sections, au niveau des assemblées générales.
Là, tu n'es pas d'accord, tu poses ta question. Tout à l'heure, on est dans une instance interne au parti. On a donné une date à un camarade qui n'était pas d'accord ou qui voulait comprendre, il a demandé et il a eu sa réponse. Il ne laisse pas là cette occasion et puis demain il va sur Facebook, oui, le secrétaire général, le délégué ne sait pas, et puis il s'en va, et puis il prend les dates et puis on n'est pas au courant. Ça ne se fait pas. Voilà. Donc c'est un principe fondamental, mais en même temps c'est aussi un principe qui est encadré. Donc sur le droit et le devoir, sur le droit, sur la liberté d'expression, sur les débats, cela est encadré donc dans les sections, à l'article 6. Je voudrais aussi faire un clin d'œil parce que nous avons sur la table de séance le responsable à la mobilisation de la jeunesse et la responsable déléguée responsable à la mobilisation des femmes. C'est une image de structure spécialisée. Comme on va vite, je profite en même temps pour toucher des points saillants. Les textes du parti, statut et règlement intérieur, définissent comme structure spécialisée deux instances, la Ligue des femmes et la Ligue des jeunes. Mais les statuts précisent que la Ligue des femmes et la Ligue des jeunes existent pour son fonctionnement au niveau national. Elle n'a pas de représentation à l'étranger. La Ligue des jeunes et la Ligue des femmes, s'ils veulent avoir une interaction avec des jeunes ou des femmes à l'étranger, ils doivent le faire par l'intermédiaire du secrétaire général. Pourquoi? Pour éviter un certain bicéphalisme dans les représentations. Je vous ai dit, le PPACI est un nouveau parti, mais qui a une histoire qui est à la vérité qui est vieille. Donc, qui a appris aussi de certaines situations. Donc, pour éviter cela, les textes stipulent que le représentant est le seul chef du parti en France, il se réfère au secrétaire général. Donc, les instances qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas de représentation, qui n'ont pas d'image de représentation à l'étranger, ils peuvent interférer avec le territoire du représentant par le biais de celui qui est son responsable direct au pays, qui est le secrétaire général. Donc, il ne peut pas y avoir un appel direct, une interaction directe entre les responsables de la Ligue des jeunes ou de la Ligue des femmes avec les femmes de France, avec les jeunes de France, si le représentant n'a pas été informé par le biais du secrétaire général. C'est de petites choses, ça vous semble anodin. Mais comme chef de cabinet, il y a des choses aussi qu'on voit et on sait et on comprend pourquoi par anticipation le parti a prévu ces dispositions-là. Donc, on le dit aux militants parce que le militant qui est informé, lorsqu'on l'approche, il sait comment se conduire. Si moi, demain, une télévision vient me dire, écoute, il y a une émission, on veut que tu viennes pour le compte du PPACI. Non. Comme je suis formé et que je sais, je connais mon parti, j'ai dit, ok, je vais informer le représentant et on va voir qui est le plus outillé pour venir à ce rendez-vous. Ce ne sera pas moi. Si le représentant veut que ce soit moi, peut-être ça sera moi, mais on verra. Celui que le parti en France veut envoyer, il enverra. Donc, un militant qui ne sait pas cette disposition statutaire, il va courir se lever pour aller, alors que c'est un parti. Alors qu'on est dans une lutte et il y a des situations géopolitiques et géostratégiques qui sont là. Le représentant qui est là, il reçoit du secrétaire général et il reçoit du président quelques dispositions. Donc, avant de t'envoyer sur un plateau, avant de t'envoyer pour représenter le parti, il doit te donner cette partie. Donc, derrière cette disposition statutaire, il y a une logique militante. Et c'est pour cela qu'il est intéressant de faire cette formation-là pour que les militants soient au même niveau d'information. Donc, très rapidement, sur l'éligibilité, là, on a eu une élection de la secrétaire générale. Comme le parti est nouveau pour les priorités, là, on a eu une élection de la secrétaire générale. Comme le parti est nouveau pour les premières des compétitions, mais on en a eu deux quand même.
à Marseille, on avait vraiment une bonne compétition démocratique, où vous connaissez quelques camarades qui étaient pour les élections, avec le national France Sud, où il y avait 2 camarades de la section, donc de la section en devenir, qui se sont portés candidats. Il y a eu une phase de campagne, et puis les élections ont été transparentes, elles se sont déroulées. Il y a eu un gagnant, le camarade qui a perdu, a reconnu sa défaite, et les camarades travaillent ensemble. C'est ça le jeu démocratique. C'est-à-dire qu'on veut donner à ceux qui nous regardent, puisque nous sommes le PPACI, nous sommes un parti politique, il y a plusieurs autres politiques. Et les militants en France, mais aussi les militants en Côte d'Ivoire, certains qui sont un peu devant, ils regardent pour savoir où est-ce qu'ils vont militer. Mais c'est la cohérence du jeu démocratique qu'on a, c'est le sérieux de notre fonctionnement qui va faire que certaines personnes vont se déterminer pour dire effectivement là nous y allons. Donc, les dispositions là sont prévues par les statuts règlements intérieurs pour organiser les élections. Et parmi ces dispositions-là, il y a aussi des organes. Il y a la commission électorale et application numérique qui existe, qui est une commission du parti et qui a justement pour rôle d'organiser toutes les élections internes et de préparer les élections externes. La commission a aussi 2 rôles. Il y a 2 missions substantielles. Les élections et la gestion numérique du parti. C'est-à-dire la sécurité des données. C'est quelque chose qui est très important. Imaginez-vous demain, le président du parti, le conseil stratégique et politique, ils sont dans leur discussion stratégique, ils s'écrivent, ils s'envoient des mails, et puis un parti qui est en concurrence arrive à hacker le système et récupérer nos données. Ils sauront ce qu'on prépare et ils pourront facilement nous opposer quelques stratégies. Donc la commission électorale et application numérique non seulement se charge d'organiser les élections internes au parti, de les rendre transparentes, pour montrer aux yeux des autres que la démocratie que nous clamons, nous la vivons en acte, ce n'est pas du jeu, mais en même temps, ils prennent des dispositions à l'aide du numérique pour sécuriser les données du parti. Donc, je vais faire un écho à ça, puisqu'on a des camarades qui sont nommés pour le compte de cette commission et qui vivent en France. Et ces camarades-là, lorsqu'on vient installer une section, c'est nous, la représentation, le représentant qui, comme on vous l'a dit, qui installe les sections, lorsqu'il a tout fait, lorsque par son cabinet, on a la liste des camarades qui ont adhéré, qui sont les militants de la section en devenir, lorsqu'on a tout ça, avec le référent, le régional, on a une date, on contacte la commission Abidjan, on propose des dates, cette commission valide et nous met à disposition des membres résidents en France qui vont venir pour conduire et superviser les élections pour voir si elles respectent les standards démocratiques. Donc, c'est aussi un clin d'œil qu'on fait à ces camarades-là qui, eux aussi, sont sur les routes avec nous et qui luttent d'arrache-pied pour que l'implantation du parti se fasse aux côtés du représentant et nous voulons aussi les remercier. Sur le chapitre de la formation et de l'information. Pour la formation, on a l'école du parti. On a une école qui a été créée, qui est l'école du parti. Donc je vais très vite dans l'annexe qui traite de l'école du parti. On donne les dispositions statutaires, le contenu de la mission. Mais son rôle, c'est de former les militants. Formation initiale, formation continue. Formation initiale à l'endroit de nouveaux militants qui n'ont pas forcément beaucoup de prérequis ou d'acquis politiques et qui souhaiteraient avoir les fondamentaux. Formation à l'endroit des cadres, de ceux qui déjà ont des responsabilités, mais je peux vous le dire, et les militants et nous les cadres, on a besoin aussi de formation. Donc l'école du parti a cette vocation-là, de pouvoir faire cette formation continue et on s'organise avec la représentation pour cela. Et comme nous y allons, je veux aussi plus rapidement rappeler que
L'école du parti a, puisque les camarades aussi de l'école du parti résidant en France, on a le professeur Dabo Raphaël et la camarade Georgette Ficalo, qui sont de l'école du parti et qui sont en France. Ils travaillent intimement avec l'école du parti, donc le siège est à Abidjan. Donc au niveau de l'école du parti, ils ont un ensemble de formations qui sont des formations pour ancrer dans les mœurs des militants l'idéologie du parti. Et donc, qui sont des modules qui existent. Donc, si une section veut faire une formation, il peut approcher l'école du parti ou approcher la représentation, suivant la portée de la formation. Si c'est une formation qui est juste une formation pour les militants de la section, vous pouvez voir l'école du parti et ça peut se faire sur Zoom, en ligne. Si vous avez besoin d'une formation qui doit être organisée pour l'ensemble des militants de la région, vous contactez la représentation et la représentation va voir avec l'école du parti. On va s'arranger pour mettre à disposition les moyens et la situation pour faire la formation. Donc, n'oubliez pas ce lien synergique, l'action synergique. La section qui fait ses activités, la section qui veut avoir des pas un peu plus au-delà de la section pour attirer grand nombre, pour rassembler d'autres sections, qui passent par le biais de la représentation, qui coordonne et supervise les sections, et avec la représentation, qui va agir avec la commission ou l'organe adéquat pour participer à l'organisation de la manifestation en question. Donc on fait aussi un clin d'œil à l'école du parti. Sur le chapitre de l'appartenance et de la protection, ça sera traité rapidement. On finit. Ah oui, il faut qu'on. Camarade Don, tu m'as envoyé un tamis. Non, tu peux développer ton sujet comme je sais que tu es assez prolixe. Vas-y. Les camarades militants ont soif de connaissances. Merci. Ok, donc sur le chapitre de l'appartenance et de la protection, je vais en dire un mot, mais je voudrais rappeler sur ce chapitre-là qu'il y a des organes de contrôle. Les organes de contrôle ont un double objectif. Dans la dimension du droit du militant, lorsque le militant est lésé, il peut se référer aux organes du contrôle pour faire prévaloir ses droits. Et donc, on a l'inspection générale. L'inspection générale qui, elle, va se charger de voir comment est-ce que les décisions qui ont été prises par l'exécutif, comment est-ce que ces décisions-là réellement sont infusées dans tous les organes du parti et sont mises en œuvre. Donc si un militant se rend compte par exemple que le président avait donné cette ligne directrice et se rend compte que son secrétaire général ou son régional ou son représentant fait autre chose, le contraire de ce que dit la direction, il peut saisir l'inspection générale. Il y a une certaine déviance que j'observe. Vous voyez, il y a des mécanismes internes qui existent. On ne va pas sur les réseaux sociaux pour dire oui, celui-là il fait ça, ceci, non, j'ai le droit de dire non. C'est proscrit, je l'ai déjà dit. Et il y a des mécanismes internes, donc vous saisissez l'inspection générale. On a un camarade membre de l'inspection générale qui est aussi en France, le camarade Willy Blas. Donc, il faut mettre les camarades à contribution. Si vous, les militants, vous connaissez vos droits, vous pouvez les solliciter et vous les faites travailler. Si vous ne les sollicitez pas, bon ben, ils seront là et ils attendront. C'est pour cela aussi qu'on le dit, on fait un clin d'œil à ces camarades-là pour que vous puissiez vous rapprocher d'eux si toutefois vous avez quelques éléments dans ce sens. Il y a à côté de l'inspection générale le comité de contrôle, qui est l'instance juridique du parti. Le comité de contrôle, il peut s'auto-saisir, il peut se saisir. L'inspection générale peut s'auto-saisir, elle peut être saisie. Le comité de contrôle, c'est lui qui fait foi en matière de tous les litiges. Il est le dernier recours. Si moi, militant, je suis lésé en tant que militant dans mes droits, je peux saisir directement le comité de contrôle pour dire ah, voici mes droits qui sont clamés par des dispositions statutaires qui sont violées. Et le comité de contrôle,
là, le rôle de conseil, avant de prendre des décisions, il peut déjà à l'avance résoudre des situations. Je voudrais, sur ce chapitre-là, le comité de contrôle, effectivement encore un autre point, et c'est là où je vais introduire un autre organe. S'il y a des élections, comme on l'a dit, et que durant ces élections-là, il y a des litiges, il y a un candidat qui se sent lésé, les statuts prévoient des dispositions. Première disposition, il y a les sages du parti, le CPP. Et le CPP a pour rôle de faire toutes les démarches de conciliation en matière électorale. Le CPP, c'est le Conseil politique permanent. Donc, lorsque, dans le cadre des élections, on sent qu'on est lésé, on saisit le CPP. On a un membre du CPP qui est en France et qui a une commission et qui a une équipe qui travaille avec lui. Donc, voilà, il a les ressources qu'il faut pour travailler. On saisit le CPP pour dire, voici mes griefs, je suis lésé. Le CPP va entreprendre des démarches de conciliation pour résoudre la situation. Se rapprocher de la représentation, voir les partis. Si dans la démarche de médiation, elle échoue, en ce moment, elle fait son rapport. Le CPP se réfère toujours au CSP, au Conseil stratégique politique. Une fois que le CPP fait son rapport pour dire, bon, j'ai tenté, je n'ai pas pu, en ce moment-là, le militant peut dire, bon, celui qui devait, le sage, qui devait faire la conciliation a échoué, je saisis le comité de contrôle. Et le comité de contrôle se prononce en dernier recours. Mais même si le comité de contrôle prend une décision avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, vous avez encore une instance de recours qui est le Congrès. Au Congrès, vous pouvez revenir sur la décision du comité de contrôle. Le Congrès, qui est l'instance suprême démocratique du parti, peut soit revenir sur la décision du comité de contrôle ou bien peut entériner la décision du comité de contrôle. Je reviens sur le point du Congrès rapidement, avant de rapidement clore le point sur les devoirs, en énumérant les points essentiels. Le Congrès constitutif, qui est l'instance au cours de laquelle le parti est né, a donné mandat à deux instances. Le président du parti, qui a été élu au Congrès, et le comité de contrôle, qui a été élu avec une liste bloquée. Une liste bloquée dans laquelle il y a le président et des vice-présidents et des rapporteurs. Et tout est fait par ordre protocolaire. C'est-à-dire si le premier président, le restant n'est pas là, c'est le numéro 2 qui prend. C'est comme ça. Ils sont 61. Aujourd'hui, ils sont un peu une quarantaine, mais voilà, c'est par ordre protocolaire. Donc, ces deux-là, ils ne répondent que devant le Congrès. Voilà. C'est le Congrès qui demande compte au président. C'est le Congrès qui demande compte au comité de contrôle. Donc, rapidement, on va clore sur les devoirs. Je vais les citer, mais c'est l'article 15 des statuts. Hein? Donc, premier point, il faut être rattaché à une base. Tous les militants qui ont adhéré doivent être rattachés à une base. Dans la représentation, spécifiquement en France, la base, c'est la section. Donc, tout militant, quel que soit le moyen par lequel il a adhéré au parti, il faut qu'il puisse se rapprocher d'un secrétaire général pour militer dans une base. On vous l'a dit, les droits qu'on a énumérés tantôt se vivent dans les bases. Donc, si tu n'as pas de base, tu n'as pas d'instance officielle pour pouvoir exprimer ta liberté d'expression, pour discuter sur les questions du parti. Ce n'est pas dans les bistrots, je l'ai dit, ce n'est pas sur Facebook, c'est dans la base. Donc tout le monde, participer à la vie du parti, s'acquitter régulièrement de ses cotisations, s'engager à agir pour le rayonnement du parti dans son environnement, diffuser l'esprit démocratique autour de soi à travers ses actes et ses attitudes, combattre sans cesse et de façon démocratique la dictature sous toutes ses formes. On ne peut pas s'accommoder avec la dictature. Si nous-mêmes, qui sommes dans un élan de combat démocratique pour dénoncer des principes dictatoriaux dans notre pays et partant par-delà notre pays en Afrique, on ne peut pas nous-mêmes, dans la vie quotidienne de notre parti,
s'accommoder, ruser avec des principes dictatoriaux. Donc, il nous faut les combattre, nous dit les statuts article 15 sous toutes ses formes. Veiller à l'unité du parti par la solidarité. Par la solidarité. Je me rends compte que il y a une tâche ou quelque chose, il y a un manquement. Je sais que c'est mon camarade Gabo Kone qui est responsable. Je l'appelle, ah camarade, il y a tel truc, comment ça se passe et tout. À huis clos on discute, l'affaire est réglée, on n'a pas besoin de s'exposer sur les réseaux sociaux. Je me rends compte que le représentant ou tel camarade du parti a quelque chose. Ma première tribune ne doit pas être les réseaux sociaux. C'est ça la solidarité du parti. Il faut qu'on se retrouve, qu'on parle pour déjà préserver l'image du parti, la discipline, la critique, l'autocritique et la tolérance. Ce sont des devoirs. On vous avait donné la critique et l'autocritique comme droit. Mais le chapitre des devoirs vous dit que c'est un devoir. Si vous observez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le parti et que vous vous taisez, vous êtes complice. Parce que le parti court à sa perte et vous vous rendez complice. Donc c'est un devoir pour vous de faire l'autocritique pour vous-même, mais la critique aussi pour le parti, dans la solidarité. Et puis, s'abstenir de tout acte de nature à mettre à mal la cohésion du parti, lutter contre toute discrimination, quelle qu'elle soit, faire preuve de responsabilité, de volonté, de courage, ne pas adhérer ni parrainer une activité, mais ça c'est sur le territoire national, à l'international, il faut le faire à travers une permission du secrétaire général, s'engager à respecter les valeurs du parti, notamment dans leurs fonctions électives et gouvernementales. Donc, c'était le point des devoirs et je vais mettre un point d'ordre sur un dernier chapitre, sur ce point des devoirs. Je l'ai déjà dit, mais je le dis encore de façon assez particulière, assez insistante, parce que dans la vie de la représentation PPACI France, qui est l'une des représentations les plus fortes au monde, du fait de la présence forte de la communauté ivoirienne en France, on a connu un peu quelques petites déviances qui sont du fait que beaucoup de nos camarades ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs. On a dit qu'il y a tous les mécanismes qu'il faut pour pouvoir exprimer ces abus subis, éventuellement s'il y en a. Il y a des dispositions de défaillance. Je les énonce rapidement. Camarade secrétaire général, camarade régional. Si on a 3 absences consécutives aux réunions ordinaires qui n'est pas justifié, c'est un point de défaillance. Si on ne... Vous n'avez pas envie de vous donner le document non. Si on ne produit pas de rapport d'activité, c'est un point de défaillance. Le non-paiement de cotisation est un point de défaillance. Mais vraiment, si un membre n'est pas à jour de sa cotisation, c'est un point de défaillance. La non-tenue de réunion statutaire, on a dit chaque 2 mois on doit avoir réunion. La section qui ne fait pas de réunion, les dispositions statutaires imposent qu'une assemblée générale peut être convoquée par le bureau de la section, mais une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par 50% des membres de la section. Donc s'ils se rendent compte que ça fait 5 mois, 6 mois qu'ils n'ont pas fait de réunion et qu'ils ne sont pas contents, ils peuvent se constituer et puis faire une assemblée générale qui fait foi. Et comme l'assemblée générale est souveraine, ils peuvent te déposer. Non-production de procès-verbaux. Et donc, à travers ces éléments-là, dernier point, à quel moment quelles sont les causes de procédure disciplinaire? Naturellement, tous ces éléments qu'on vient de citer peuvent faire foi en termes de procédure disciplinaire, mais fondamentalement, si on ne respecte pas un point des statuts règlements intérieurs, si on est en flagrante violation des statuts règlements intérieurs, on est passé de procédure disciplinaire. Et
je vais m'arrêter là en rappelant un principe fondamental. On dit que les sanctions au sein du parti, les textes le disent, ce n'est pas simplement de blâmer, de punir pour punir le militant. Ça a un but pédagogique. C'est de rappeler aux militants qu'il y a de bonnes pratiques pour la cohésion du parti. Et donc les textes stipulent qu'il faut que les sanctions soient proportionnées. On ne peut pas, pour quelqu'un qui a juste manqué 3 réunions consécutives, on ne peut pas proclamer la suspension. C'est ça que ça veut dire, proportionné. Et donc les statuts donnent de façon graduelle les différents points qui permettent de pouvoir donner ces sanctions-là. Et le dernier point, c'est un point qui est fondamental, qui est un point démocratique. C'est que si on doit prononcer une sanction, il y a des dispositions prévues. Les dispositions sont simples. Il faut que celui qui doit être sanctionné, et il y a une seule instance qui prononce la sanction, c'est le conseil de discipline. Pour que le conseil de discipline sanctionne quelqu'un, il faut que 7 jours avant le jour de l'audition, on lui signifie sa convocation avec le motif des griefs. Et il faut que le jour en question, il puisse avoir le droit de se défendre. C'est un principe démocratique important. Ce n'est pas parce que quelqu'un comme toi, quand on va prononcer une sanction, et puis ça reste comme ça. Non, on va te prévenir. Le jour J, tu dois venir. Si tu ne viens pas, l'instance peut se prononcer. Parce que tu as été prévenu en bonne uniforme, ils peuvent le justifier. Si tu n'es pas là, on se prononce. Et une fois que tu es prévenu, tu as le droit et il y a l'obligation statutaire de t'entendre, de te défendre. Et après donc, c'est se délibérer, cette audition, une sanction peut être prévue. Et derrière la sanction, il y a toutes les dispositions, toutes les instances pour un recours. Je vous remercie. On se lève, s'il vous plaît, on se lève. On peut acclamer le docteur Serge Abou, chef du cabinet de la représentation PPSI. Formidable. Camarade Chef Cam, merci pour ta présentation. Brillante, éloquente, merci pour les détails précis que tu as apportés pour ta formation. Les militants de Bordeaux ont pris note. La secrétaire de section, la camarade Dali, Sylvia Aïboua et le DER de l'équipe régionale, le DER du Bélé-Soli, ont pris note. La section est formée. J'aimerais encore qu'on acclame le docteur Serge Abou, chef du cabinet de la représentation pour que la séance. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Alors, camarades, nous avons eu une heure de formation riche et nous allons passer aux questions-réponses. Nous allons échanger sans langue de bois sur certaines dispositions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment d'échanger entre militants. Un militant, c'est une voix. Une voix, c'est un militant. À ce titre, le représentant qui est notre chef, c'est un militant. À ce titre, le représentant qui est notre chef est votre égal. Vous comprenez? Donc nous allons causer, nous allons parler, nous allons poser des questions pour qu'on puisse se comprendre. C'est l'objectif. C'est l'objectif de la rencontre. N'hésitez pas. Nous allons préparer, les camarades, préparer vos questions et puis on va commencer cette série de questions-réponses. Merci.
En attendant que les camarades se préparent à poser leurs questions, on va souffler un peu. On va souffler un peu en musique. Et puis, on va entamer la série de questions et réponses. Merci. Donc, on va préparer vos questions, posez les questions. Les femmes, posez vos questions. La formation, vous êtes pour ça? Oui. Mais il n'y a plus de question, il n'y a pas de question. Tout est bien compris. Ça va vous parler.